que j'aimais. Je toussais tout le temps. Je n'étais pas capable de dire un mot que je toussais. C'était invivable. J'ai conduit pour m'en aller à l'hôpital. Puis tout ce temps-là, Danny pleurait. Il pleurait à côté de moi, puis moi, j'étais focusée. Il faut que je me rende à l'hôpital. En 2002, Danny Tremblay, un comédien de 35 ans, multiplie les projets artistiques et prend grand soin de son corps. Mon mode de vie en général, je m'entraîne 4 fois semaine. Je fais de la course, de la muscu, je fais du yoga, je fais mes journées de tournage, les longues journées de tournage de 16 heures. Très occupé, ça fait des grosses semaines. J'arrêtais pas. Même si j'étais fatigué, je faisais de la fièvre, j'arrêtais pas, j'allais pas voir le médecin, peut-être une fois par année. Au début novembre, Linda Caron, sa conjointe, remarque que Danny commence à tousser et semble fatigué. Mais le couple ne s'en fait pas outre mesure. Il y avait un rhume qui s'étirait et puis, on pensait que ça allait passer tranquillement. Hein? Le couple part en vacances une semaine à Cuba, dans l'espoir que le soleil et l'air chaud apaiseront la toux de Danny. Quand je reviens de Cuba, mon état de santé est pas pire, pas mieux que quand je suis parti. Mais dans les jours suivant leur retour, les symptômes de Danny ne s'estompent pas. Au contraire, ils augmentent en intensité. Je voyais qu'il filait pas, mais je me disais à un moment donné, ça va, tu sais. Puis lui, c'est certain que ça y appartient, le fait de décider d'aller consulter ou pas, mais tranquillement, je me disais, bon, peut-être que demain, ça va aller mieux, tu sais, ou whatever, là, ça va passer tout seul. Mais là, je voyais que dans sa physionomie, son énergie, il baissait. Puis là, la toux empirait aussi à ce moment-là. Un rhume, tout le monde connaît ça. C'est une infection avec un peu de congestion, des fois un peu de toux. Si on a une infection comme ça, que ça semble aller un peu mieux et que tout d'un coup, les symptômes empirent, ou bien se prolongent indûment, on n'est sûrement pas dans le même rhume qu'on avait il y a quelques jours. Il y a peut-être quelque chose de plus qui s'est ajouté ou une autre infection qui peut être plus grave. Là. Je suis en répétition, mais de plus en plus fatigué. Je m'isole de plus en plus. Je parle de moins en moins. À tel point que les gens de ma troupe de théâtre me rencontrent et ils disent il y a de quoi qui va pas, là. T'as l'air vraiment fatigué. Non, tout est beau, tout va bien. Dans les semaines suivantes, son état de santé se dégrade de plus en plus et alors qu'il est sur un plateau de tournage, une terrible idée germe dans son esprit. Moi, je filais pas pantoute cette journée-là. Là. J'étais faible. Il faut se rappeler qu'en 2002, c'était l'époque du SRAS. Le SRAS est un virus, un coronavirus, qui est particulièrement transmissible, mais surtout très violent, qui peut assez facilement tuer des gens. Danny rejette rapidement cette idée. Mais le 14 décembre, plus d'un mois après l'apparition des signes de la maladie, l'inquiétude gagne le couple. Puis on était assis un côté de l'autre, puis on s'est aperçu que là, sa respiration était pas belle. Il était pas dans son état normal. Puis là, il avait mal dans le dos, il avait un point dans le dos. Puis là, je lui disais, tu devrais aller consulter. Puis tout d'un coup, que c'est plus qu'un rhume. En décembre 2002, Danny Tremblay souffre depuis plus d'un mois de symptômes qu'il associe à un rhume. Convaincu qu'il s'agit d'une infection bénigne, Danny ignore qu'une maladie potentiellement mortelle attaque son corps. Devant l'insistance de sa conjointe, Danny se rend dans une clinique médicale. Il fait même pas une phrase complète sans tousser. Il est pas capable de... Il est pas articulé, donc je l'accompagne à la clinique parce que je sais très bien qu'il sera pas capable tout seul. Le médecin ausculte Danny, mais ne semble pas alarmé par la situation. Je faisais de la fièvre, il dit une bronchite, ou ma blonde dit non, ça marche pas parce que je toussais tout le temps. Je n'étais pas capable de dire un mot que je toussais. C'était invivable. Il y a des virus qui font tousser beaucoup et qui font en sorte que dès qu'on respire un peu vite ou qu'on parle, on va tousser. Ça soulève quand même un doute, là, pourquoi la personne n'est pas capable de compléter sa phrase. Et dans certains cas, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose de plus grave que juste un virus qui irrite la gorge ou les voies respiratoires. Là, moi, je suis pas d'accord. Puis là, je me lève debout, je dis, mais là,
ça marche pas. Là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je l'ai jamais vu comme ça. Danny, il va vraiment pas bien. Écoutez, il est même pas capable de vous parler. Il tousse, il tousse, il tousse. Puis là, je sens qu'il y a de quoi qui va pas bien. Je sens qu'il y a de quoi qui est pas correct. Devant la réaction de Linda, le médecin prescrit à Danny une radiographie des poumons qu'il devra passer à l'hôpital et des comprimés pour calmer la toux. On est sorti de là, j'étais déçue. Il y avait comme un grand écart entre l'état où Danny était puis ce que le médecin disait. Linda laisse Danny seul un moment pour aller chercher les comprimés à la pharmacie adjacente. À son retour, elle le découvre couché sur le sol. Dans ses yeux, je voyais là qu'il était comme, là, ça va pas du tout. Fait que là, je l'ai soulevé, j'ai conduit pour m'en aller à l'hôpital. Puis tout ce temps-là, Danny pleurait. Il pleurait à côté de moi, puis moi, j'étais focusée, il faut que je me rende à l'hôpital. Aux urgences, une équipe médicale le prend immédiatement en charge. Il est atteint d'une grande fièvre. C'est surtout le signe, quand la fièvre est très élevée, qu'il peut y avoir une maladie grave en arrière de ça. Et là, le défi, c'est de trouver quelle est cette infection-là. Au bout d'à peu près 1 heure, on est venu voir pour me dire que là, il était à l'urgence en arrière. Il y avait de l'oxygène et puis qu'il s'était contrôlé au niveau de sa respiration. Il avait donné de quoi pour calmer sa toux. Après différents examens, on détermine que Danny souffre d'une pneumonie, mais la cause demeure inconnue. Là, toutes les questions sont posées. Avez-vous été en voyage? Oui. On est allé à Cuba. On est arrivé il y a quelques semaines. Mais à l'époque, si on se ramène en 2002, c'était l'époque où il y avait du SRAS. Puis là, c'était planétaire. C'était vraiment la phobie du SRAS. Fait que là, est-ce qu'ils ont attrapé ça dans l'avion? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde dans l'avion? Après plusieurs vérifications, les médecins éliminent le SRAS comme une cause possible de la pneumonie de Danny. Bien, quand on parle de pneumonie, on parle d'une infection qui est vraiment dans le poumon, dans les alvéoles pulmonaires. Il y a là un microbe qui cause une infection, donc qui en fait cause du pus, une grosse réaction inflammatoire, et va vraiment compromettre la respiration. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des pneumonies atypiques. C'est d'autres microbes, en fait. Des fois, c'est des champignons, des fois, c'est des parasites. Il y a différents microbes qui vont causer des pneumonies, des fois qui vont durer plus longtemps, avec des symptômes moins intenses, moins de température, un peu plus difficiles à diagnostiquer aussi. Après quelques heures au chevet de son conjoint, Linda revient chez elle, rassurée de le savoir entre bonnes mains. Pourtant, la vie de Danny Tremblay ne tient qu'à un fil. Le 15 décembre 2002, Danny Tremblay souffre d'une toux persistante et de fatigue généralisée depuis plus d'1 mois quand il se rend enfin aux urgences. La pneumonie qui attaque son corps pourrait être mortelle. Les médecins découvrent que ses poumons sont remplis d'eau à 90 %. Quand un poumon se remplit d'eau, on parle vraiment d'un poumon qui est en souffrance et dont les mécanismes pour simplement retenir l'eau, si on veut, à l'extérieur des alvéoles, là, dans les vaisseaux, si on veut, sont atteints. Et on comprend que pour un poumon qui est déjà affecté par une pneumonie, bien là, ça va compromettre encore plus la capacité de respirer et de s'oxygéner. Le lendemain, Linda se rend à l'hôpital accompagnée des parents de Danny. Il est méconnaissable. Et là, je commence à baver tout le monde. Baver, sacré après ma mère, après ma conjointe, après les infirmières, après le médecin. J'étais agressif. Sa mère, j'étais mal pour elle, parce que pauvre elle, pauvre madame. Elle regardait son fils, puis elle se faisait sacrer après, puis c'était comme... Mon Dieu, c'est-tu un rêve? Linda avise les médecins de l'état inquiétant de Danny et quitte l'hôpital. On effectue d'autres tests et les médecins découvrent que l'homme est en choc septique. Et le choc septique, c'est une infection dont les manifestations vont se répartir partout dans le corps. Pourquoi? Bien souvent parce que les bactéries sécrètent des toxines et ces toxines-là vont affecter tous les organes. Et un des éléments dans le diagnostic du choc septique, c'est que la personne devient effectivement confuse, mentalement confuse. On parle aussi de délirium. Autrement dit, le cerveau ne fonctionne plus adéquatement. Le lendemain, Linda revient à l'hôpital et découvre que les médecins ont dû avoir recours à un traitement drastique. Il est dans le coma, il est branché sur un respirateur artificiel qui le fait respirer. Il y a plein de machines autour de lui, la pression, tout ça. Quelqu'un qui a une pneumonie sévère ou un choc septique, il va arriver souvent qu'il va falloir l'intuber, c'est-à-dire mettre un tube dans sa trachée pour vraiment l'aider à mieux respirer.
Là, il n'est plus là. Il est comme parti. On va le plonger dans le coma, d'une part pour être capable de l'intuber sans lui causer de douleur, par exemple. Et là, le but, c'est aussi un peu d'atténuer, si on veut, le stress. Autrement dit, on essaie de mettre le corps et le cerveau au repos. Les médecins sont toujours incapables de déterminer l'agent pathogène à l'origine de la pneumonie et du choc septique dont Danny a été victime. On lui administre donc un éventail d'antibiotiques dans l'espoir de lui sauver la vie. Et là, notre calvaire à nous a commencé parce que là, on était dans l'attente. Pour baisser la température corporelle de Danny, on le transporte dans une pièce très ventilée. Puis on était dans la chambre, puis on grelottait, puis on se disait, mon Dieu, ils vont le faire mourir, il fait tellement froid ici. Mais il n'était pas capable de faire descendre la température. Comme il s'est présenté à l'hôpital dans un état très avancé, si Danny ne répond pas rapidement au traitement d'antibiotiques, ses chances de survie sont très minces. Le 16 décembre 2002, une pneumonie qui a dégénéré en choc septique menace Danny depuis plus d'1 mois. Dans l'espoir de lui sauver la vie, les médecins le plongent dans un coma artificiel et lui administrent différents antibiotiques. Durant les jours suivants, il fait toujours beaucoup de fièvre et ses reins cessent de fonctionner. J'ai pleuré jusqu'à 2 heures du matin. Je le regardais puis je me disais, j'étais comme, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est un cauchemar. Je vais-tu me réveiller? Si je suis en train de rêver. Le rein va ralentir suffisamment pour ne plus être capable, en fait, de faire son travail. Fait que dans le traitement, essentiellement, il faut traiter la cause, c'est-à-dire qu'il faut traiter le choc septique, donc l'infection. Donc les antibiotiques vont être extrêmement importants. Il va falloir hydrater le patient suffisamment, parce qu'il est souvent déshydraté, là, pour qu'il y ait du liquide suffisamment qui se rende au rein. Et dans certaines situations, si le rein a vraiment flanché, on va être obligé de faire une hémodialyse, parce qu'il va falloir remplacer temporairement le rôle du rein par une machine, parce que le rein, le fonctionnement du rein, c'est vital. 10 jours après avoir provoqué un coma, les médecins découvrent que les antibiotiques commencent à faire leur effet. La température corporelle de Danny descend enfin et l'activité rénale reprend peu à peu. Ça a été une progression lente, mais ça baissait tranquillement. La température baissait tranquillement. Et on nous a dit que là, ses poumons, parce que là, il prenait des radiographies, des tests sanguins, et ses poumons étaient en train tranquillement de se dégager. Le 29 décembre, près de 2 semaines après avoir induit un coma artificiel, on décide de réduire la médication qui garde Danny dans cet état. 2 jours plus tard, il ouvre enfin les yeux. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, bon, on est le 16 décembre. Et on m'a dit, ben non, on est le 28. So, boy, OK. Là, j'ai pleuré toute la journée. Puis là, il me regarde, on s'est regardé dans les yeux. C'était depuis 2 semaines. C'était la première fois que je voyais ses yeux, puis c'était comme... Mon Dieu, c'était un moment magique. J'oublierai jamais ça. On s'est regardé, puis c'était comme, enfin, il me regarde. Le 28 décembre 2002, 2 semaines après avoir été plongé dans un coma artificiel pour soigner une pneumonie à l'origine d'un grave choc septique, Danny Tremblay reprend connaissance. C'est le début d'une longue convalescence. J'essayais de manger et au lieu que les aliments arrivent dans ma bouche, ça arrivait à côté. J'avais plus d'équilibre, j'avais plus de point de repère, incapable de marcher, incapable d'aller à la toilette tout seul. Il n'y a rien qui marchait. À son retour à la maison, Danny recouvre lentement la santé. Mais un choc post-traumatique l'empêche de dormir pendant plusieurs jours. Moi, dans ma tête, c'est si je me rendors, je retombe dans le coma. Je ne veux plus dormir. Je veux voir la vie. À l'aide de médication, il retrouve finalement le sommeil, mais il doit apprendre à vivre avec de lourdes séquelles. Maintenant, je dois me piquer à la testostérone toutes les semaines. Je suis asthmatique maintenant. Je prends des pompes, chose que j'avais pas avant. Là.
Mais là, je fais mes journées. Les journées de tournage sont souvent longues, je les fais et ça se passe quand même bien, là. Ça arrive assez souvent que les gens qui sont allés aussi loin dans les problèmes respiratoires vont rester avec certaines séquelles, vont prendre des pompes, vont être plus fragiles à ce niveau-là. La pneumonie qui a entraîné le choc septique qu'a subi Danny pourrait avoir été causée par le cadavre de son oiseau de compagnie, décédé peu de temps avant l'apparition des symptômes. L'association qu'ils ont fait, c'est une maladie qui s'appelle la psittacose, qui est donnée par les oiseaux aux humains. Mais ils n'ont pas trouvé la véritable souche. Ils doutent que c'est ça, mais c'est pas sûr à 100%. Au moment où Danny c'est arrivé, il avait seulement 34 ans, donc on figure pas qu'on peut être très malade peut-être à 34 ans, mais finalement, je pense que faut se dire qu'il y a des médecins qui sont là pour nous soigner et puis faut pas attendre, là. Danny s'est presque rendu au bout de la spirale du choc septique. Il n'aurait pas pu aller beaucoup plus loin. En fait, plus loin que ça, il ne serait pas revenu, tout simplement. Et c'est à peu près certain, comme n'importe qui a une infection, si on prend une infection rapidement, au début, si on commence les traitements antibiotiques, on va éviter de se rendre là, dans ce contexte-là.